brandit le couperet. La lame épaisse fendit l'air. Elle trancha les chairs sans effort et s'enfonça profondément dans une vertèbre. Je la dégageai d'un geste sec et sectionnai la tête d'un second coup. Le corps tomba dans la fosse où les damnés le mirent en pièces à coups de griffes et de dents. Je brandis la tête devant la foule hystérique. Ensemble, nous abattrons ces faux dieux. Les cris redoublèrent. Ensemble, nous réclamerons le prix du sang. Tous se mêlèrent en une marée de cauchemars, membres tordus, mutilés, rongés, tendus vers moi, communiant dans une même soif de vengeance. Qui suis-je? Les languites répondirent d'une seule voix. Vous êtes le seigneur du Lazaret. Je lançai la tête dans la fosse. La lépreuse sans visage l'attrapa au vol et se mit à danser une gigue infernale en brandissant ce trophée sanglant. Je levai les bras. Qui suis-je? 100 gorges hurlèrent ensemble comme un défi lancé à la face des dieux. Vous êtes le seigneur du Lazaret. Bien, donc Fabrice Bourlan, le fantôme de Baker Street, et nous avons donc Singleton et Trelawney qui reçoivent la visite de Mrs. Doyle. Et l'on verra pourquoi. Mistress Doyle d'ailleurs, c'est pas Mrs. Mistress. Mistress, mais à Mistress. dire... Ouais. Mistress Doyle, nous avons hâte de connaître ce pourquoi vous avez souhaité nous rencontrer. Si vous êtes prête, sachez qu'Andrew et moi, nous vous écoutons très attentivement. Je vous remercie, Mr. Trelawney. Ce qui m'amène ici est pour moi la source de bien des supplices. Pour vous dire la vérité, je n'honore plus la nuit. Lady Conan Doyle jeta un bref regard sur les étagères de livres accrochés de chaque côté de la cheminée. J'imagine que vous connaissez les œuvres de mon mari, demanda-t-elle. Oh, pour ça, nous les avons lues et relues, répondis-je en cessant de me tordre l'oreille. Je compte Sir Arthur pour l'un des meilleurs auteurs britanniques. J'ajouterai, fit mon compagnon, que son personnage de Sherlock Holmes est ce qui m'a donné l'envie, depuis que je suis enfant, de me lancer dans une carrière de détective. Même si j'ai eu le temps de m'en rendre compte, la réalité du métier est loin d'être aussi attractive que ne le laissait présager la lecture de ces histoires. Oh, la réalité est souvent plus incroyable qu'on ne pourrait l'imaginer, monsieur Trelawney. Dites-moi, le choix de Montague Street pour vous établir relève-t-il du hasard? Pourquoi cette question, madame? Demandai-je, surpris. Si vous êtes des fervents lecteurs de ces aventures, vous n'ignorez pas que ce fut la première adresse de Sherlock Holmes, à Londres. C'est là qu'il démarra son activité d'enquêteur, avant sa rencontre avec le docteur Watson et leur installation dans Baker Street. Mon mari y fait référence dans l'une de ses nouvelles, Le rituel des Musgraves. James et moi éclatâmes de rire. J'avouai le premier. Ma foi, Mistress Doyle, si j'avais su, ce détail m'était complètement sorti de la tête. Nous voilà piteusement recalés, poursuivit James. M'est avis qu'il va falloir nous replonger dans nos classiques. N'y voyez, messieurs, aucune malice de ma part. Je prends au contraire cela comme un signe supplémentaire du destin. Il me confirme que je ne me suis pas trompé en décidant de venir vous consulter. Lady Conan Doyle ponctua à nouveau la conversation d'un long silence. Elle faisait visiblement des efforts sur elle-même pour trouver le courage de parler. Enfin, elle reprit d'une voix douce, où perlait cependant un filet d'inquiétude. Comme vous le savez peut-être, mon mari est mort il y a 2 ans, le 7 juillet 1930, à l'âge de 71 ans. Le soleil venait juste de répandre ses derniers rayons dans notre parc de Wildlesham lorsque ses paupières se sont fermées à jamais. La nuit qui venait de s'écouler avait été très agitée. Mes fils et moi, nous étions relayés sur un petit sofa devant la porte de sa chambre. Arthur ne voulait personne auprès de lui. Il ne voulait pas qu'on le voie dans cet état. Il faut vous dire qu'1 an auparavant, au printemps 1929, lors d'une tournée de conférences effectuée en Europe du Nord, mon mari avait été foudroyé par une première crise cardiaque. C'est en fauteuil roulant qu'il était revenu à Wildlesham et ne s'en était jamais tout à fait remis. La semaine précédant sa mort, très diminué physiquement,
Il avait tenu à participer à la délégation Spirit reçue par le ministère de l'Intérieur en vue de l'abrogation du Witchcraft Act, une loi dont la promulgation remontait à 1733 et dont le but à l'origine était de lutter contre la sorcellerie et le vagabondage. Au cours du XIXe et au début du XXe siècle, cette loi fut utilisée par les autorités anglaises pour emprisonner un grand nombre de médiums, mettant dans un même sac les véritables charlatans et les individus de bonne foi, dans le but de réprimer les abus de confiance. Les médecins avaient tout fait pour l'en dissuader, mais quand mon mari décidait quelque chose, personne au monde n'eût pu le faire changer d'avis. Cette réunion était importante pour lui. Il en était revenu encore plus affaibli, usé, vieilli, malade. À compter de ce jour, nous savions tous que la fin était proche. Bref, vers 2 ou 3 heures du matin, ce 7 juillet, nous avons cru entendre des chuchotements en provenance de sa chambre, ainsi que des jurons lancés par une voix basse qu'il nous était impossible d'identifier. Était-ce celle d'Arthur, rendu méconnaissable par la souffrance? Était-ce la voix de quelqu'un d'autre? Mes fils et moi-même sommes entrés à plusieurs reprises, intrigués par ces bruissements étranges. Mais à chaque fois, nous n'avons trouvé que mon mari, étendu sur son lit, en proie à un demi-sommeil agité. Quand il arrivait à Arthur d'ouvrir un œil décoloré, c'était pour tenter de nous rassurer, nous convaincre que tout allait bien et nous enjoindre d'aller prendre du repos. Plus tard, vers 4 ou 5 heures du matin, alors que le soleil n'allait plus tarder à se lever, nous avons été alertés par des râles. Il suffoquait. Nous avons envoyé une femme de charge quérir le médecin. Celui-ci est arrivé rapidement et a diagnostiqué une nouvelle crise cardiaque. Arthur ne pouvait plus prononcer un seul mot. L'attaque l'avait rendu aphasique. Puis soudain, il a réclamé d'un signe de main qu'on lui donne de quoi écrire. Denis, notre fils aîné, s'est empressé de lui tendre une feuille de papier. Mon mari y a écrit quelques mots. Ce furent ces derniers. Ensuite, son âme nous a définitivement quittés. Lady Conan Doyle sortit de son sac à main une feuille pliée en 4. C'est à moi qu'elle la présenta. Décidément, la dame tenait à me faire jouer le premier rôle. Je me saisis de la feuille et la dépliai. D'une écriture mal assurée, tremblante, Arthur Conan Doyle avait noté « Le pensionnaire est dans la boîte, il faut qu'il y reste ». « Avez-vous une idée de ce que cela signifie ?» demandai-je en passant le papier à mon camarade. Au premier abord, ces deux propositions n'ont strictement aucun sens, répondit Lady Conan Doyle en prenant la feuille de la main de James, qui venait de recopier le message sur un petit carnet. Et au second, répliqua ce dernier, eh bien, je ne saurais dire exactement de quelle nature est le rapport entre ces deux éléments, mais je suis convaincu que ce qui s'est passé ces derniers mois au 221 Baker Street n'est pas étranger à ce qu'a voulu dire mon mari au moment de mourir. Ce qui s'est passé au 221 Baker Street? Fis-je étonné, mais je croyais que l'adresse n'existait pas. C'est exact, Mr. Singleton. Le numéro 221 n'existait pas. En tout cas, pas jusqu'à voici 20 mois. À l'époque où mon mari a commencé à rédiger la première aventure du cycle Holmes, la rue existait bel et bien. Mais elle était plus courte et s'arrêtait au numéro 85. Sans doute pour ne pas avoir d'ennui avec un propriétaire irascible qui n'aurait pas goûté que son adresse figure dans un roman policier. Il avait préféré loger son héros à un numéro fictif. Mais quelques semaines après l'enterrement d'Arthur, en septembre 1930, la municipalité de Londres s'est mise en tête d'allonger la rue en rebaptisant York Place et Upper Baker Street qui se trouvaient dans son prolongement. C'est ainsi qu'un beau matin, le numéro 221 s'est trouvé dévolu à un petit immeuble en briques situé entre Marylebone Road et Regent's Park. Et en quoi ce fait a-t-il un lien avec les conditions de la mort de Mr. Doyle, s'enquit James? Depuis un quart de siècle, le petit immeuble en question est occupé par un couple de retraités, le major Henry Hipwood, qui a fait toute sa carrière dans l'armée des Indes, et sa femme, Janet.
Vers la fin de l'année dernière, les Hipwood ont remarqué que des événements étranges survenaient durant la nuit dans le salon du premier étage, alors qu'ils dormaient dans leur chambre au deuxième. Les 2 pièces du premier étage sont inoccupées, d'après ce qu'on m'a dit. Ils avaient l'intention de les mettre en location. Des bruits de pas et d'objets étaient le signe d'une activité manifeste. Et au matin, des fauteuils et des chaises déplacées prouvaient, s'il en était besoin, que tout ceci ne relevait pas de l'imagination des propriétaires. Du reste, il est notable que jamais rien n'a été dérobé, ni cassé. Le couple a pensé que, à l'évidence, quelqu'un s'introduisait chez eux la nuit et violait de manière scandaleuse la propriété d'autrui. Autant dire que les Hipwood ne trouvaient plus le sommeil. Chaque nuit, le major, qui ne manquait pas de courage, descendait le plus furtivement possible l'escalier du second, jusqu'au premier étage, dans le but de confondre le visiteur indélicat. Mais il suffisait qu'il posât sa pantoufle sur le palier pour que, instantanément, tout bruit cessât dans le salon. Et de ce fait, Mr. Hipwood n'a jamais pu y surprendre âme qui vive. Le neveu du major, le docteur John Dryden, par ailleurs membre de la SPR, la Society for Psychical Research, créée en 1882 par le philosophe et poète Myers, a relaté le fait dans la revue Spirit Light. Selon lui, tout porte à croire que le lieu est soumis à l'influence d'un esprit. Les phénomènes ont commencé 4 mois après la renumérotation de la rue. Et ils se sont intensifiés depuis quelques semaines. Des membres de la SPR ont émis l'idée qu'une séance devait être organisée dans les lieux pour tenter d'entrer en contact avec l'entité psychique. En entendant ces énormités, je repris avec une belle énergie mon opération de constriction du lobe. Dire que je m'étais enfui de mon pays pour échapper aux soi-disant prospecteurs de l'au-delà, et voilà qu'ils venaient me traquer jusqu'en plein cœur de Londres. Sapristi! Mais quel besoin ressentaient tous ces gens censément raisonnables et sains d'esprit de faire intervenir des êtres désincarnés dans les moindres événements de leur vie quotidienne? Cette marotte était vraiment insupportable. Et vous pensez, vous aussi, qu'il s'agit d'un esprit, demandai-je, me raccrochant à l'espoir vain que telle n'était pas la conviction de notre interlocutrice. J'en suis persuadé. Je me pinçai les lèvres jusqu'au sang. L'esprit de qui? Celui de votre mari, questionna James, qui, quant à lui, semblait se réjouir de l'irruption d'un fantôme dans l'histoire. Non, j'en suis certaine. Voyez-vous, j'ai moi-même des talents en écriture automatique. Et il m'est arrivé, au cours des nombreuses séances auxquelles je me suis livré, d'entrer en contact avec des êtres disparus. Durant ces 2 dernières années, chaque jour que Dieu a fait, je n'ai cessé de tenter de communiquer avec l'esprit d'Arthur. En vain. Quelque chose, pour l'instant, paraît l'empêcher de se relier au vivant. Cela n'a rien d'exceptionnel. Il faut quelquefois plusieurs années avant que cela soit possible. Mais si un jour il réussissait à entrer en contact avec notre monde, il ne fait aucun doute qu'il s'adresserait à moi pour délivrer son message, ou du moins à quelqu'un dont il fut intellectuellement proche durant son existence. Je n'imagine pas un seul instant l'âme de mon mari venir hanter la maison de retraité qui lui était de parfaits inconnus. Le hasard leur eût-il attribué comme adresse le 221 Baker Street. Alors, madame, à votre avis, de quoi s'agit-il? Continua mon acolyte. Je ne sais pas. Ce que je viens vous livrer est juste une intuition, à la charge négative très puissante, un pressentiment d'une nature extrêmement prégnante. Il est possible que cette intuition me soit inspirée par l'esprit de mon pauvre mari. Il est possible que ce soit l'unique moyen de communication que, pour une raison ou pour une autre, il ait réussi à établir avec moi. Par ailleurs, il y a tous ces crimes perpétrés à Londres dernièrement. Vous avez lu les journaux ce matin. Mais le pressentiment de quoi, Mistress Doyle, m'impatientai-je? J'étais livide et mon lobe d'oreille risquait à chaque instant de se détacher, de me rester collé entre les doigts. Le pressentiment d'un drame inouï, un drame que nul d'entre nous n'est préparé à affronter, un drame où malheureusement beaucoup de sang sera versé. Introduction dans le mystère. C'est dur de nous laisser là. Pardon? C'est dur de nous laisser là. Oui, mais justement le bouquin est beaucoup plus long.
La science de spiritisme. Au Canada, son visage apparaît dans... Non. J'ai fait une fausse image pour un lien. Alors nous allons attaquer à présent Jean-Luc Bizien, qui malheureusement est parti là déjà, avec un passage de la chambre mortuaire. Et c'était ce que l'on disait, il nous montre le début de la police scientifique. Étant au moins sûr que c'est bien notre bonhomme. Raoul ne répondit pas. Le cadavre était dans un triste état. La chute avait causé de terribles lésions. Le crâne en bouillie n'était plus qu'une vague ébauche, un masque de terre glaise éclaté au milieu duquel luisaient quelques dents. La plupart avaient été arrachés sous l'impact, et le sourire du cadavre était à la fois terrifiant et grotesque. L'un des yeux avait quitté son orbite, et l'autre, sous la violence de l'impact, s'était totalement injecté, au point qu'on eût dit un calot de saphir enchâssé. Une épaule, déboîtée, pendait hors de sa cavité. Le torse violacé était zébré de contusions larges. Les jambes s'étaient brisées. On pouvait voir pointer au milieu de la droite les segments du tibia et du péroné. Aucune des articulations n'avait résisté. Feu Armand Despalières n'était plus qu'un squelette fracassé. Raoul acheva son examen clinique sans trouver ce qu'il cherchait. Il eut la vision furtive d'une marotte de chiffon maltraitée par un enfant capricieux. Devant ce faciès grimaçant, dont plus un os n'était intact, il était difficile d'imaginer le jeune homme séduisant qui avait collectionné les maîtresses. Léonce revint à la charge. « Alors, à ton avis, c'est notre gars ?» Raoul produisit un bruit vulgaire en soufflant entre ses lèvres serrées. Il releva le nez vers son supérieur. « Je peux rien affirmer, patron. Il porte une chevalière avec ses initiales, mais je sais bien ce que vous allez me dire. » Le bijou, frappé des lettres A et D, avait été retrouvé à la main droite de la victime. « Ouais, » grogna Desnoyers. « On a très bien pu la lui enfiler avant de le balancer dans le vide. »« Ou après, » intervint Raoul. « Une fois la besogne achevée, s'il s'agit d'un meurtre. »« Non, » le corrigea aussitôt Léonce. « C'était avant ou jamais. »« Ah bon, patron? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?» Léonce tapota un dossier cartonné qu'il tenait ouvert devant lui, sur un bureau étroit. « Le rapport, mon petit Raoul, le rapport. Les gars ont bien remarqué qu'il n'y avait aucune trace dans la flaque de sang qui maculait le trottoir. Si quelqu'un avait voulu maquiller Thomas Cabet sur le pavé, il aurait fatalement laissé des empreintes. »« Vous marquez un point, patron, » sifflota Raoul. Desnoyers haussa les épaules. « Les bonnes vieilles méthodes ont du bon, Raoul. Faut pas croire que tout soit dépassé. Un rapport établi avec sérieux permet de faire avancer l'enquête. » Il referma le dossier. Raoul fouillait dans une petite mallette qu'il avait apportée pour l'occasion. Intrigué, l'inspecteur s'approcha. « Eh ben, mon cochon, fit-il avec une pointe d'admiration. C'est toute une cantine que tu trimbales. » Raoul ne répondit rien. Il sélectionna dans l'attirail un couteau à fine lame et retourna près du corps, dont il inspecta les mains avec soin. Il entreprit de découper de fines lamelles à l'extrémité du majeur et de l'index droit. « Qu'est-ce que tu fais ?» frissonna Léonce. « J'essaye d'établir la preuve que cette chose est bien Armand, répondit Ménard sans interrompre les incisions. Il recueillit les rondelles de chair dans un mouchoir et les présenta à Léonce, qui fronça les narines. « Tu comptes en faire quoi ?» Raoul eut une moue amusée. « Vous inquiétez pas, patron, je vais pas les grailler. » Il ponctua sa saillie d'un bref ricanement vite étouffé devant le regard noir de Desnoyers. « Oh, vous fâchez pas, patron, je disais ça pour rigoler. En fait, vous avez remarqué comme moi l'encrier sur le bureau. » Léonce hocha la tête. « Et si vous regardez attentivement la chair, là ?» Joignant le geste à la parole, il leva davantage la main et Léonce put apercevoir de toutes petites taches sombres sur la pulpe d'un des doigts. « Vous trouvez des taches? Je pense que c'est de l'encre. Je vais aller récupérer l'encrier chez lui, marquer l'autre doigt, laisser sécher. Et puis j'irai comparer tout le bazar au microscope. Si c'est la même origine, on sera vite fixé. À supposer qu'on ait voulu nous maquiller un crime, les assassins n'auraient pas pensé à son encrier. » « Bien pensé, » le félicita Raoul. « Technique moderne d'investigation, patron, s'enorgueillit Ménard en bombant le torse. Ça nous fait un partout, admit Léonce, avec un demi-sourire.
Donc, le début de la police scientifique. Et là, nous allons entendre un passage de la dernière enquête du chevalier Dupin. Le chevalier Dupin, qui est donc le premier policier de toute l'histoire littéraire, puisque c'est le personnage mis en scène par Edgar Poe, notamment dans La lettre volée, et qui a pour interlocuteur ici Randolph Carter. Et je ne sais plus laquelle. Pardon ? Oui. Et on s'interroge sur une question, bon, d'un côté la mort de Poe et de l'autre celle de Gérard de Nerval. Ah, m'exclamai-je, le voici, notre fameux témoin. Le volatile était transi de froid. La porte de sa cage avait depuis longtemps été escamotée et le corbeau, libre d'entrer et de sortir, se calfeutrait sous un tas de paille qu'on lui avait bien veillamment jeté. Laissai-je échapper devant ce décor de désolation. La rue de la Vieille Lanterne est fidèle à sa réputation. Hormis ce corbeau, il n'y a personne. Parfait pour un guet-apens, ou pour qui voudrait en finir avec la vie. Oui, ou pour quelque autre opération réclamant calme et solitude. Qu'entendez-vous par là, Dupin ? Eh, monsieur Dumas nous l'a appris tantôt. Nerval n'avait plus de chez lui depuis près d'une semaine, et il logeait au petit bonheur la chance. Pas facile dans ces conditions de trouver le lieu idoine pour opérer le rituel. Impossible de s'y livrer chez un ami. Il eût été illico renvoyé à Passy dans la clinique du docteur Blanche. Alors, quoi de mieux que ce décor de désolation où du reste il aimait tant venir se réfugier ? Le sarcophage égyptien lui rappelait la déesse Isis, prêtresse des mystères anciens. Il lui plaisait sans doute de penser que ce corbeau avait appartenu dans une vie antérieure à la reine de Saba. Et je suis sûr que la grande clé jaune suspendue là, au-dessus de la boutique, qui sert d'enseigne au serrurier, devait complaire aussi à son esprit mystique. Ce lieu lui parlait. C'était ici, et nulle part ailleurs. Les événements prenaient un tour très déplaisant. Ah, si seulement tout à l'heure, après la visite d'Alexandre Dumas, j'avais fait preuve d'un peu plus de clairvoyance. J'eusse alors essayé de convaincre le chevalier que l'explication